Congolais qui sont sur les partis libres ou les partis sous occupation et les invités avec nous maintiennent cette flamme. Ce soir, c'est Kivu Nabiso spécial avec un invité spécial. Il est porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Eddy Tchala. Nous parlons de Kivu Nabiso. C'est notre République, la République démocratique du Congo qui est entamée dans son cœur. Nous resterons toujours présents, surtout debout, pour que la partie sous emprise des forces négatives que nous appelons brigades avancées du Rwanda en République démocratique du Congo, on ne le dira jamais assez. La radio-télévision nationale congolaise lui dira chaque fois qu'il le faudra, et comme c'est le cas ce soir avec le porte-parole du gouvernement. Mais pour avoir un aperçu de ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo, nous vous proposons cette chronique. Propriétaire d'une terre fertile, assis dessus un sous-sol qui détient la clé du monde d'aujourd'hui et de demain, par ses minerais, la population du Kivu erre. Elle souffre sur son propre territoire. La décision est prise par Paul Kagame et ses milices. Son armée et sa brigade avancée, l'AFSEM 23, répandent la mort, ravagent les habitations et saccagent les cultures. Objectif, intimider, chasser les propriétaires pour que les inconnus s'y installent. Pour se mettre à l'abri, il faut partir. Mais où? Vers des terres inconnues, sur des cités où la paix est encore réelle. Par quels moyens? La marche à pied, des kilomètres avalés pour se trouver dans les camps des déplacés. Promiscuité et précarité sont les lots quotidiens de ce peuple qui fuit les massacres. De Kinshasa à Beni en passant par Kisangani, il y a des déplacés. De Kinshasa à Uvira en passant par Kindu, il y a des déplacés. Ils se comptent par millions, on estime le nombre à un total de 8 millions. La vie est difficile dans les camps, les enfants payent le lourd tribut. Pas d'école, certains ont perdu la trace des parents, chacun ayant été obligé de se mettre à l'abri depuis l'endroit où la guerre l'a surpris. Cette mère ne sait pas dire à ce jour où se trouvent ses enfants. Iko garsta 18, iko na fia 14, na kuko na fia ingine ya 7, na kuko mwingine ya mwisho. Kaine, mimi nalilia vita ishe, wafungule njia, nipate nirudie kisi nitafute watoto wangu. Naomba vita ishe. Nipate tu njia sema hata sasa hivi nasema gari inakuwa pale. Nasimama tu bora nikapata njia kwenda Bukavu. Naenda Banacha Bagira. Son cas n'est pas isolé. Les enfants qui vivent dans les camps n'ont pas la chance d'aller à l'école. Une situation que seule la brigade avancée du Rwanda, la FCM 23, trouve plaisante. Dans cette incertitude, certains essayent de s'adapter en s'intégrant, mais la vie reste pénible. Sasa sisi hatuna manyumba, tunajenga manyumba ya masaki. Tunekala ndani tuko naliwa na imbu, tunakuliwa na machawa za munguo zinaanza tuota, chakula ya kula hakuna, nguo ya kuvaa hakuna. Hivi tuko hapa hivi tu mahangaiko kupitia njia ya Kamanyola imefungwa, njia ya Rwanda imefungwa. Sasa hatukutoka hata na pato wala maisha fulani yenye naweza tupatia transport, ase tuanze pita njia ya Burundi ti mpaka Tanzania, tuingie mu Rwanda mpaka Bukavu. Ndio tunateseka. Tunalilia wakubwa wa inchi kama vile zingine inchi zenye wanayua gombania wa refugee kwa kuwagaramia hata tumaragi hata tunguo twa kuvala ama transport kwa kuwarudisha mahali kwenye walitoka waende ishi maisha yenyewe walikuwa nao ndani ya mjini mwenyewe wanaishi. Ndio maana tunalomba sana msamaha kwa nyinyi wakuu wa inchi, mtuangalie nasi yako sie wa refugee. Tunatesekana. Malgré l'angoisse, l'espoir reste présent dans chaque esprit. La guerre se terminera et tous rentreront chez eux, sur les terres qui leur appartiennent. Monsieur le ministre, vous venez de suivre cette chronique. Moi, je ne voudrais pas être à votre place comme porte-parole du gouvernement, c'est sûr. Quand vous avez une population comme celle-ci, ce que vous venez d'entendre, elles veulent la paix, elles sont en souffrance. Comment vous ressentez?
Congolais d'abord, puis ensuite porte-parole du gouvernement. Mais d'abord, le premier ressenti, c'est de la peine, et c'est beaucoup de peine lorsque vous entendez cette femme qui vous parle de son fils disparu de 18 ans et de sa jeune fille disparue de 14 ans. C'est une succession d'histoires dramatiques qui est imposée à chacune des familles, parce que les drames ou les conséquences humanitaires de cette guerre dépassent même de loin ce que nous avons vu. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les circonstances de l'attaque de Goma, qui a commencé par des bombes sur des sites déplacés, sur des hôpitaux, sur des écoles, des infrastructures qui n'auraient jamais dû être attaquées. Mais c'est illustratif justement de la barbarie de ceux qui nous agressent et des Congolais qui sont leurs supplétifs et complices. C'est ici les lieux pour nous, en premier lieu, de dire d'abord toute notre solidarité et toute notre compassion à cette population qui paye ces prix lourds d'être né congolais, d'être né sur le terre qui sont richement bénis et d'être l'objet de la convoitise de ceux qui, l'art de tuer, de massacrer, est devenu la condition de leur prospérité. De toute évidence, cette souffrance, cette fois-ci, c'est les dernières, parce que c'est des souffrances qui sont vécues par cycle. Moi, dans mon équipe, j'ai des jeunes de Goma qui sont nés dans la guerre, qui grandissent dans la guerre. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Il ne faudrait pas que leurs enfants connaissent les conditions que leurs parents ont connues, d'une guerre infinie, en réalité. Et donc, cette fois-ci, la détermination du président de la République et de tous les gouvernements est telle que nous devons nous lever. Nous devons être mobilisés. C'est en cela, d'ailleurs, que nous devons rendre hommage à vous et à toute l'équipe de Kivu Nabiso d'avoir voulu apporter à travers ces plateaux une contribution qui montre d'abord qu'il n'y a aucune peine, qu'il n'y a aucune souffrance qui n'est vécue par nos populations, qui ne nous affecte pas directement. Et qu'il y a, à notre niveau, des moyens qui sont mis en œuvre. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus pour que ceci s'arrête et bien une fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, les moyens qui sont mis en œuvre, nous allons parler un tout petit peu de cette question d'actualité. Il se tient à Paris une conférence sur la question humanitaire avec son impact sur la région des Grands Lacs. La République démocratique du Congo est invitée tout naturellement et d'autres chefs d'État dans la sous-région. Le président Macron l'a annoncé devant la tribune des Nations Unies. Est-ce que la RDC y participe? Je confirme la participation de la République démocratique du Congo à cette conférence humanitaire. Et d'ailleurs, c'est les lieux de remercier le président Macron, parce qu'il a toujours été au centre des initiatives, même si certaines n'ont pas toujours donné les résultats voulus. Mais c'est aussi de cette manière que la France exprime sa solidarité. Et donc, le président de la République, je confirme qu'il y prendra part, et pas seulement lui, la ministre des Affaires étrangères et sûrement d'autres ONG congolaises. Alors, l'initiative de Paris vient traiter de manière détaillée une question qui ne fait pas l'objet des discussions directement en cours à Washington comme à Doha, la question humanitaire, parce que vous avez vu la chronique que vous avez diffusée tout à l'heure, pour toutes ces populations, il faut apporter des réponses. Bien en plus du fait qu'ils vivent dans une ville qui connaît des traumatismes, des milliers de morts, des bombes, sans courant, sans électricité, et même, vous avez suivi, la ministre d'État, ministre de l'Éducation, nous a dit qu'il y a même une école qui a été transformée en cimetière. Au-delà donc de toutes ces peines et d'une gouvernance par crime qu'elles vivent tous les jours, ces populations, il y a un besoin, il y a une urgence d'apporter une réponse humanitaire robuste, proportionnellement aux besoins que connaissent nos populations. Et donc, l'occasion de la conférence de Paris aura le temps de trancher ou de discuter davantage avec tous les pays invités, tous les bailleurs concernés, pour voir comment on arrive à mobiliser des fonds pour venir en soutien à ces populations. Évidemment qu'il y a une dimension politique, mais la dimension politique, c'est une dimension de soutien aux initiatives en cours à Doha comme à Washington. On aura peut-être le temps de faire le point, mais qui sont
pour nous des initiatives qui avancent, même si elles n'avancent pas au rythme que nous aurions voulu, connaissant ceux avec qui nous sommes en guerre, mais elles avancent parce qu'il y a des acquis qu'on a déjà pu obtenir à ces stades. Et puis il y a la dimension maintenant qui suivra après la paix, la dimension de l'intégration régionale, parce qu'il faut créer, et c'est cela même l'idée première du président de la République lorsqu'il arrive aux responsabilités, et lorsqu'il prend le courage, y compris contre des sceptiques dans notre propre opinion publique, d'amener la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est pour faire davantage d'économie, davantage de commerce, raffermir les liens entre le peuple et éviter que cette région de l'Afrique, qui a un potentiel énorme, ne reste qu'affectée par la guerre que nous vivons depuis plus de 30 ans. Mais monsieur le ministre, dans la réponse humanitaire, pourquoi le pyromane est invité? Est-ce que vous pensez que l'arrivée du Rwanda est une bonne chose dans cette question humanitaire? C'est lui qui est à la base de ce qui arrive en République démocratique du Congo et on est en train de trouver des solutions. On l'invite à la... Évidemment que nous avons exprimé nos réserves. Il ne faudrait pas penser qu'on peut mettre sur la même table le bourreau et la victime. Mais cela dit, il y a une volonté exprimée par le président français, parce que quoi qu'il en soit, dans ce qui doit se faire au plan humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il existe le droit international humanitaire qui impose des comportements, y compris en temps de guerre. Et donc sûrement qu'il y aura des interactions de ces niveaux-là, et pour lequel il y a besoin pour le Rwanda, qui est excellent dans les tueries, puisse apporter une contribution, même moindre, dans tout ce qui sera dessiné comme effort humanitaire, du fait de la proximité. Ici, je voudrais rappeler que le président de la République dit souvent que nous n'avons pas, nous, des problèmes avec le peuple rwandais. Le problème, c'est les régimes rwandais. En mai 2021, il y a eu éruption du Nyiragongo. Et l'éruption a rappelé que Gisenyi, Urubavu et Goma, c'est des villes sœurs, c'est des villes qui sont liées. Et que lorsque ça brûle à gauche, ça brûle forcément à droite. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'arriver à avoir une paix que nous voulons définitive et durable pour que ces populations riveraines, je rappelle ici que cette frontière RDC-Rwanda, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde. Les populations innocentes qui n'ont rien à voir avec les caractères criminels de leur régime, à leurs occupations et échangent quotidiennement tel commerce, tel bien avec des compatriotes ici. Et donc tout ce que nous faisons, c'est pour réussir à créer une dynamique qui pourra avoir un effet contagion pour toute la partie de l'Afrique de l'Est, qui pourra évidemment booster l'économie de la région, mais aussi du continent. Monsieur le ministre, le Conseil des droits de l'homme a désigné la commission qui devra enquêter sur ce qui s'est passé récemment à Goma, à l'arrivée de cette force négative que nous appelons Brigade avancée du Rwanda. Est-ce que le gouvernement de la République trouve à redire sur la composition des membres de cette commission? D'abord, bien avant que nous puissions dire, je crois que nous avons fait un communiqué à ces propos où nous prenons acte de la désignation des membres qui vont composer cette commission d'enquête. C'est une première. Nous parlons d'un cycle de violence qui dure 30 ans. N'oubliez pas, Eddy, je voudrais vous rappeler que nous, cette guerre, nous l'abordons sur 5 fronts. Il y a un front militaire, il y a un front diplomatique, il y a un front économique, il y a un front judiciaire, il y a un front médiatique. C'est les 5 principaux fronts. Mais avec toute la campagne de Congolais Téléma qu'on a lancée avec la Première ministre, aujourd'hui, on parle de front spirituel, de front sportif, de front culturel, parce que les Congolais, partout où ils se trouvent, se mobilisent pour assurer la défense de la patrie et exprimer la solidarité à nos compatriotes qui sont directement affectés. Et donc, ceci doit vous donner une illustration du caractère transversal de la guerre que nous avons prise en main. Et dans la dimension judiciaire, parce que c'est une question que l'on ne voit pas directement apparaître dans les cadres des processus, mais les fronts judiciaires est pour nous un front à part entière. C'est ici les lieux de saluer l'engagement du Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme, des Human Rights Council, comme on dit en anglais. C'est ici les lieux de saluer cette implication permanente, qui est différente des implications précédentes. Parce que non seulement que nous avons eu une mission d'établissement de faits qui était ici, nous avons été à Genève, plusieurs résolutions adoptées, notamment une résolution à l'unanimité, celle justement d'envoyer cette commission d'enquête à la suite de la mission d'établissement de faits. Parce que nous pensons que la manière durable de régler ces conflits, c'est que les responsables puissent être traduits en justice, pour que nous puissions avoir une politique d'impunité zéro pour tous ceux qui sont responsables de ces crimes de masse commis dans cette partie du pays. Et cette commission d'enquête va venir faire ce travail qui va nous permettre, dans les cadres de fronts judiciaires, de montrer que nous sommes engagés, et le gouvernement a d'ores et déjà dit sa disponibilité d'accompagner et de donner les éléments qui lui seront demandés pour que la manifestation de la vérité s'efface, parce que nous voulons que cette commission puisse y compris se rendre dans les zones encore sous occupation aujourd'hui, pour faire toute la lumière sur les massacres, notamment les plus récents à Rutshuru en juillet dernier, où on a systématiquement ciblé les ressortissants d'une ethnie ici, l'ethnie Hutu. L'ethnie Hutu, monsieur le ministre, est-ce que cette volonté, ce front judiciaire et cette volonté de justice ne risque pas de radicaliser le M23 ou ses dirigeants, ou encore le Rwanda, parce qu'il se voit directement visé? Mais les ténèbres ne régneront jamais toujours. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ça veut dire qu'on ne va pas continuellement penser qu'on peut tirer avantage de ces processus d'impunité. Non. Ici, il ne suffit plus de s'émouvoir. Ici, il ne suffit plus de condamner. Mais il faut aller plus loin. On l'avait vu dans les crimes qui ont été commis en Ituri. Il y a des gens qui ont été à la cour pénale. Ici, il y a des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide, des crimes de tout type qui sont commis, et par les mêmes individus, parce qu'on les connaît. Depuis 30 ans, c'est plus ou moins les mêmes tueurs qui reviennent, qui se recyclent avec la complicité du même parrain. Ici, notre détermination est claire pour aller jusqu'au bout. Je ne voudrais pas vous rappeler la procédure qui a lieu maintenant à Arusha, où le Rwanda est convoqué au tribunal, parce que nous pensons que ceci doit se terminer avec des compensations qu'il faut, des condamnations qu'il faut, à la fois pour le Rwanda et ses supplétifs, pour que la paix puisse être restaurée. Et qu'on ne vous trompe pas, la quête de la justice n'est pas incompatible avec les efforts diplomatiques en cours que nous faisons pour le retour de la paix. Monsieur le ministre, nous allons aborder, parce que la paix, c'est ce que nous voulons, ces populations à Rutshuru, justement, à Calais, partout à Bukavu, attendent la paix. Il y a deux processus en cours, le processus de Washington, le processus de Doha. On va faire un clin d'œil à ces deux processus très rapidement. À Washington, où est-ce qu'on en est? On est au point mort? Est-ce que ça avance? Où est-ce qu'on en est? On n'est pas au point mort à Washington. La preuve, il y a 6 jours, il y avait encore une nouvelle réunion du mécanisme conjoint. J'espère que vous avez l'accord, cher Edith Chala, parce que nous allons au chapitre 3. Le chapitre 3 nous parle du mécanisme conjoint de coordination des sécurités. Les parties travaillent ensemble avec le partenaire régional internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Les parties établissent et conviennent à compter de l'entrée en vigueur un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Ça veut dire que c'est un mécanisme bilatéral. On a eu à ce jour à peu près 3 réunions. Une première réunion à Addis Abeba, c'était le 8 août, pour permettre de voir comment ça va fonctionner les mécanismes. On a une réunion 17-18 septembre à Washington, une nouvelle le 22-23 octobre à Washington, et qui a permis aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle en langage militaire un ordre opérationnel. N'oubliez pas que cet accord est assorti du CONOPS, qui est un document qui avait été élaboré à Luanda, où nous étions sur le point de signer pour mettre fin à la situation de guerre. N'oubliez pas, on sait qui s'est abstenu, qui s'est absenté, et on a vu ce qui est arrivé par la suite. Et donc, dans le cadre de ces mécanismes où nos partis
discute notamment militaire, il a été convenu pour mettre en œuvre cet accord. N'oubliez pas que dans la première partie de l'accord, on parle de l'engagement, de désengagement, de désarmement et d'intégration de groupes armés non étatiques. Ici, l'objectif pour nous, c'est de nous assurer que nous débarrassons le Rwanda du prétexte des FDLR. N'oubliez pas que les causes immédiates du Rwanda dans cette guerre d'agression, c'est de dire qu'au Congo, il y a un discours de haine, il faut venir massacrer d'autres communautés pour mettre soi-disant fin à une forme de discours de haine. Au Congo, il y a une question d'abandon des réfugiés, mais aujourd'hui, la question a été totalement épuisée autour du haut-commissaire et que malheureusement, les réfugiés ne peuvent pas revenir sur le territoire national lorsque les parties du territoire sont encore occupées, parce que la base, c'est le retour volontaire. Et donc ici, on a commencé le travail, il y a eu l'ordre opérationnel, il y a eu l'appel de l'armée, je pense que c'était le 6 octobre, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des sensibilisateurs de l'armée qui travaillent sur le terrain, dans le coin où il y a des résidus, des éléments des FDLR, pour les sensibiliser à retourner chez eux au Rwanda. Et ceux qui ne pourront pas l'être, la question sera traitée militairement. Et il ne faut pas oublier ici que le faire d'une part, d'autre part, le Rwanda doit retirer ce qu'ils appellent abusivement mesures de défense. En réalité, ils doivent retirer leurs militaires, leurs munitions sur les territoires de la République démocratique du Congo. Oui, monsieur le ministre, mais il y a un autre problème. Les réseaux sociaux racontent, mais il y a une part de vérité là-dedans. Les FDLR sont pour la plupart, en tout cas, sur la partie contrôlée et par cette brigade avancée du Rwanda qu'on appelle l'AFCM 23. Le gouvernement n'a pas la possibilité de contrôler effectivement la reddition ou cette sensibilisation commencée par le gouvernement. On dit que ceux qui veulent se rendre à la MONUSCO sont empêchés par les militaires rwandais ou les éléments de l'AFCM 3 pour qu'ils ne se rendent pas. Quel mécanisme le gouvernement met en place ou un dispositif pour s'assurer qu'effectivement les FDLR qui sont sur la partie contrôlée par l'AFCM 23 vont effectivement être démantelés et renvoyés au Rwanda? Dans les discussions qui ont eu lieu en présence des médiateurs américains, il a été convenu de mettre en place notamment un mécanisme de partage d'informations, un mécanisme d'intelligence. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a dans des coins, il y a l'essentiel des dispositifs des FDLR, des forces des FDLR, sont sur le parti des territoires qui sont occupés par les agresseurs. Nous avons évidemment le cadre des discussions qui permettra, avec la médiation, de voir comment traiter les cas qui sont sur des parties du territoire qui sont occupées. Évidemment, ils doivent se retirer si nous devons traiter cette question efficacement. Mais d'autre part, il y a un travail de cartographie qui a été fait, où on peut situer, parce que n'oubliez pas, par exemple, qu'à Rutshuru, si les Rwandais ciblent systématiquement les populations Hutus, comme ce fut le cas à Kishiché, comme ce fut le cas récemment à Rutshuru, c'est parce qu'ils confondent dans la haine, entre guillemets, contre d'autres Rwandais, qui sont les FDLR, on tue aveuglément. Et donc, il y a un travail minutieux qui s'est fait à notre niveau, de cartographie au niveau de l'armée, pour voir dans quelle mesure nous allons travailler à ôter ces prétextes-là de ceux qui nous agressent. Si ça marche à Washington, dans le projet de Washington, ça ne semble pas être le cas à Doha, parce qu'aucune information ne parvient à la population sur où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a reculé. Alors, sur Washington, bien avant d'arriver à Doha, sur Washington, il y a beaucoup de choses. Bien au-delà de ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, il y a ce qu'on appelle comité conjoint de surveillance, qui est un comité constitué avec les médiateurs, notamment américains ou togolais, pour être sûr que ce qui est convenu, ou en cas de blocage, on a une structure qui nous permet de traiter certains cas. C'est par exemple lorsque, à la deuxième réunion du mécanisme conjoint de coordination des sécurités, il y a eu des difficultés, notamment sur la question de l'ordre opérationnel. C'est les mécanismes, le comité conjoint de surveillance qui avait permis à la question d'être déverrouillée. Et à Washington, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le pan sécuritaire dont on parle. Ouais. Il y a le pan économique. Et au 30 août, il y a eu signature d'un accord de principe qui crée le cadre d'intégration économique régionale
les discussions sont à ce jour achevées entre les parties congolaises et rwandaises, mais on n'a pas apposé notre signature sur ce document parce que pour nous, on ne peut pas commencer à virer vers l'économie, vers des questions de développement si on n'a pas traité la question principale qui est celle de la fin de l'agression du Rwanda. Cette question d'intégration régionale où l'on dit que l'on va mettre nos richesses à disposition du Rwanda, nous allons exploiter ensemble les richesses qui sont les nôtres. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que si vous regardez, si vous lisez l'accord, la déclaration de principe qui crée le cadre d'intégration économique régionale, vous allez constater que nous avons garanti, autant pour notre intégrité territoriale, notre souveraineté sur nos minerais. Il ne faut pas oublier que le minerai appartient aux Congolais, c'est nous qui en disposons. Mais par contre, Edichar et Edichala, il ne faut pas qu'on se trompe non plus, parce que le Rwanda est un pays voisin. Nous avons par exemple le lac en partage. Nous avons par exemple le massif du Virunga qui part aussi du côté rwandais. Nous avons, du fait de notre proximité, des projets à développer ensemble. N'oubliez pas que les Zaïre de l'époque payaient les plus grands prix au sein de la communauté économique de pays de Grand Lac, parce qu'il était question de travailler, y compris sur des projets de développement. Aujourd'hui, malgré la guerre, il y a des projets qui ont été faits à une certaine époque, notamment Ruzizi 1, où l'électricité est distribuée à la fois au Rwanda et au Burundi, où la direction de cette entreprise est assurée par les 3 pays. Ça veut dire que nous devons aussi aller vers là. Mais l'idée, avant d'étudier toutes ces questions, que ce soit au plan de l'énergie, au plan de mines, que ce soit au plan de la santé et tous les autres sujets, il faut que nous ayons d'abord les conditions de paix réunies. C'est les conditions de paix réunies qui pourront nous permettre d'aller davantage sur ces discussions. Justement, il faut que les conditions de paix soient réunies. Doha, où est-ce qu'on en est? Pratiquement rien n'est filtre. Le peuple a envie de savoir où est-ce que nous en sommes. Alors, sur Doha, je rappelle qu'au 19 juillet, nous étions ici. On a présenté l'accord de principe qui a été signé. Et lorsque vous lisez cet accord de principe, il y avait un point qui était consacré aux mesures de confiance. Et il y avait 2 points qui devaient être les plus urgents à étudier. Il y avait évidemment le point sur la libération de prisonniers. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons une feuille de route qui est en cours d'élaboration par le CICR après la signature du mécanisme des libérations de prisonniers par les 2 parties. Le CICR travaille avec nos experts, notamment sur la liste, et travaille avec les autres pour qu'on voie dans quelle mesure, et suivant les lois congolaises, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'accord, comment procéder à l'étape suivante. Ensuite, il y a les mécanismes des cessez-le-feu, parce que vous savez, nous savons tout ce qui excelle dans la violation des cessez-le-feu. Malgré tous les engagements, on a continué à tuer, on a continué à massacrer, parce qu'on a toujours cette soif du sang et des minerais qui va concomitamment, et parce qu'on sait que les aventures se terminent bientôt, on va aller davantage dans les crimes et dans les vols. Mais là aussi, il y a un mécanisme qui a été créé, et ces mécanismes-là, je crois que dans le jour qui vient, il y aura la première réunion où nous serons partie prenante, CIRGL, MONUSCO, pour être en mesure, lorsqu'on dit que les cessez-le-feu a été violé, on sait savoir qui a violé, à quel moment, de quelle manière. Et donc, ça, ce sont des avancées. Au-delà de ces 2 points, il y a maintenant les questions qui doivent faire l'objet de l'accord, proprement dit, de manière détaillée, qui font l'objet des discussions actuellement. Et nos équipes qui ont terminé l'essentiel du travail. Il reste évidemment des points qui nécessitent d'être traités, parce qu'il ne faut pas oublier, cher Edichala, que ce soit à Washington, que ce soit à Doha, il est hors des questions pour nous de transiger sur des questions liées à la souveraineté, sur des questions qui sont liées au rôle régalien d'État. Je dois rappeler ici que les discussions qui se font à Doha, c'est des discussions qui précèdent la mort du M23 et de l'AFC
dans sa forme actuelle. Parce qu'il n'y a aucun texte pertinent, ni notre Constitution, ni la charte de création de l'Union africaine, encore moins celle des Nations Unies, qui reconnaît l'existence d'un groupe de ce type qui peut penser qu'ils peuvent administrer une partie du territoire tel que c'est le cas actuellement. À présent, Monsieur le ministre, parce que vous avez évoqué la question des prisonniers, c'est ce qui circule beaucoup dans l'opinion. Comment va-t-on faire pour échanger les prisonniers en République démocratique du Congo? Et puis vous avez dit, ce sera fait selon les lois congolaises. Et des personnes qui ont été condamnées par la loi congolaise, conformément à la loi congolaise, comment vont-elles être libérées aussi facilement parce qu'un accord les dit? Vous qui avez parlé de la justice. Non, écoutez, encore une fois, il faut que cette question soit regardée avec toute la sensibilité qu'elle requiert. On a parlé des mesures de confiance et n'oubliez pas que nous, par exemple, à Goma, on a réussi avec le CICR à sortir plus de 1000 de nos soldats qui y étaient du fait de l'occupation de la ville par les forces rwandaises. Et donc ici, il y a un mécanisme qui a été mis en place autour de la Croix-Rouge internationale, le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qu'on appelle CICR, qui connaissent, eux, comment engager les deux parties pour faire avancer les processus. Ceci dit, nous, on a élaboré notre liste parce qu'il est évident que lorsque la ville de Goma a été attaquée, il y a des militaires, il y a des personnels qui étaient dans des positions qui se sont retrouvés un peu comme dans des positions d'otages et qui a un besoin pour nous de les faire libérer. On a envoyé la liste, les autres enverront la leur. Et c'est en ce moment-là qu'on va regarder, conformément à la loi congolaise. La loi congolaise, je présume que les questions ne vont pas être traitées en masse. On va aller au cas par cas pour voir quels sont les mécanismes que prévoit la loi qui permettent d'obtenir la libération de tel ou de tel. Monsieur le ministre, nous allons poursuivre, mais cette fois pour parler de l'accaparement des terres, c'est une question très essentielle. Pendant que l'on parle à Doha, on parle à Washington, il y a des choses qui se font sur le terrain. Nous allons suivre cette chronique. Les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo ne sont pas seulement motivés par des raisons économiques. Derrière les armes, il y a une autre stratégie, une ambition expansionniste soigneusement planifiée. Selon plusieurs observateurs, cette stratégie vise le contrôle des terres. Des chefs coutumiers légitimes sont tués par la brigade avancée du Rwanda au Congo, AFC M23, d'autres forcés à l'exil, laissant leurs trônes vacants et leurs communautés sans repère. 3 décennies plus tard, les conflits coutumiers se sont multipliés dans la région, notamment dans l'ancien Kivu. Les rebelles du M23 ravivent davantage et instrumentalisent ces tensions en nommant de nouveaux chefs coutumiers favorables à leur cause. Cette politique de nomination des autorités coutumières par les supplétifs du Rwanda, disent les habitants, n'est d'autre qu'une stratégie dont la finalité est d'orchestrer et faciliter l'accès aux terres par des populations extérieures, principalement rwandaises. On a subi avec consternation, mais surtout aussi avec indignation, une pseudo-nomination d'un moine à la chefferie d'Iboucha. C'est ici pour nous une occasion non seulement de dénoncer, mais de condamner cette intrusion malveillante du pays agresseur, le Rwanda, parce que c'est de ce pays qu'il s'agit, qui aujourd'hui, après avoir occupé nos terres, après avoir commis des affres, des violations des droits de l'homme, après avoir saboté, n'est-ce pas, les institutions de la République démocratique du Congo, violé son intégrité, nous voilà encore ce que moi je qualifie d'être la deuxième phase, celle d'un putsch, parce qu'il s'agit vraiment d'un putsch, celui de la coutume de la chefferie d'Iboucha. Nous avons suivi que cette nomination est venue d'un pays étranger. On a nommé celui qu'on appelle Patrick Ndeze. Nous considérons que c'est un usurpateur parce que les rites coutumières, les protocoles coutumiers ne permettent pas que ce Kidam puisse être installé comme chef coutumier dans la chefferie de Boucha. Cette guerre, elle est aussi une guerre d'occupation. Lorsque la tradition est bafouée, la coutume est piétinée, les chefs coutumiers sont écartés de leur royauté, c'est la preuve
que c'est une guerre d'occupation, c'est une guerre où ils veulent chasser un peuple pour implanter un autre peuple au sein de nos communautés. Et nous, comme peuple congolais, on ne pourra pas accepter que notre identité soit piétinée, que notre identité soit falsifiée au profit d'une population qui vient de l'étranger. Dans les zones occupées, les rebelles ont installé leurs propres chefs de groupement, villages et chefferies. Dans les territoires de Niragungu, les habitants dénoncent l'envahissement progressif de leurs terres par des populations venues du Rwanda, une situation similaire dans les territoires de Massissi et Calais. Je ne suis pas encore allé au champ car nous avons rencontré nos champs déjà cultivés. Aujourd'hui, nous sommes sans activité. Je demande à ce que s'ils récoltent de nous laisser nos champs pour me permettre aussi de cultiver. Nous sommes venus de Kalenga jusqu'à Roussayo. Lorsque le M23 avait pris la ville de Goma, il nous avait ordonné de rentrer chacun dans son village. Nous avons dit merci. Je suis rentré jusque chez nous à Kalenga. Ils nous ont encore donné 24 heures pour quitter notre village. On n'a pas compris la motivation. Il n'y avait pas la guerre ou une quelconque situation qui nous empêchait de rester. On était déjà contents de rentrer chez nous. Et de manière surprise, nous avons vu les gens nous donner 24 heures pour quitter. Nous sommes partis et comme nous n'avions pas où aller, car nous ne pouvons plus rentrer dans les camps de déplacés qui n'existent plus et on n'a pas l'argent pour prendre les maisons en location à Goma. C'est alors que nous sommes réfugiés ici. Dès que je suis arrivé, j'ai trouvé tout le champ occupé par d'autres personnes. Ça, c'est vrai. Et jusqu'à présent, ça fait 2 mois que je suis ici, à Kibumba. Je n'ai pas le pouvoir de piétiner dans ces champs pour cultiver à cause des occupants de ces champs. Sur ce, même si je suis ici à Kibumba, je suis comme un déplacé car je ne sais pas quoi faire. Ces repeuplements s'intensifient, surtout dans les Massissi, où, selon les témoignages des populations locales, le Rwanda, en collaboration avec les M23, déverse régulièrement des prétendus réfugiés de manière illégale et sans qu'aucun mécanisme ne permette de vérifier leur véritable origine. En complément de l'installation des autorités coutumières, des actes de terreur destinés à pousser les habitants à fuir. Dans le village de Kalake et Kalenga, proche du parc de Virunga, où plus de 200 civils ont été massacrés entre décembre et février 2023. La persistance et l'accélération de la nomination des nouveaux chefs coutumiers par la brigade avancée du Rwanda au Congo fait partie d'une stratégie plus large, celle de garder le contrôle du pouvoir local capable d'influencer le processus de rapatriement des réfugiés et recomposer la carte humaine du Kivu et l'histoire. Une occupation qui ne se limite plus aux armes, mais s'enracine dans les institutions coutumières mêmes et identitaires à travers la terre. Monsieur le ministre, c'est un autre explosif qu'on vous laisse pendant que vous êtes à Washington, vous êtes à Doha, sur le terrain. Un remplacement systématique. Des nouveaux chefs coutumiers sont nommés, des populations sont déplacées. Vous avez suivi là, ceux qui sont rentrés, ils ont trouvé leurs champs occupés. Et le gouvernement de la République, est-ce qu'il anticipe, est-ce qu'il prévoit des mécanismes pour qu'après, quand la guerre sera terminée, on n'ait pas disons, une reconfiguration de la population de la partie est de la République? Bien sûr que les mécanismes sont prévus, ne vous inquiétez pas. Nous, au niveau du gouvernement, tous les vendredis en Conseil de ministres, on ne le dira jamais assez, le ministre est de l'Intérieur, le ministre est de la Défense, le ministre est de la Santé, qui interviennent toujours, commencent par nous faire le point général de la situation dans les parties du pays sous occupation. Il n'y a pas des questions que nous traitons aussi régulièrement que celles-là, même si parfois nous ne faisons pas toujours la publicité de certaines choses. Mais c'est parce que nous connaissons le plan du Rwanda. Nous connaissons les intentions notamment de penser qu'on peut refaire la carte, de penser qu'en ravivant cette question des tribus ethniques, c'est une question qui va le jouer en leur faveur. De penser qu'ils peuvent illicitement occuper nos terres, parce que ce qu'ils font, on a des informations précises que lorsqu'ils arrivent, ils détruisent les documents du foncier,
réattribue des terres, et certains, mais Madame Acacia, qui est aujourd'hui ministre des Hydrocarbures, la Mineta, avait déjà préparé une ordonnance. Exactement comme le ministre de la Justice a fait, tous les actes qui posent seront de nul et des nuls effets. Dès que l'autorité de l'État, du gouvernement sera rétablie, c'est la première priorité à laquelle on va s'atteler avec la sécurité. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser qu'on peut changer la structure d'une population. On ne peut pas penser qu'on peut exporter des populations ou des chefs coutumiers pour venir se dire, voilà, cette partie sera la nôtre, même si on ne peut pas l'avoir, parce qu'on ne peut pas couper les Congos, c'est un rêve qu'il faut oublier. On s'est dit, au moins on aura nos éléments dedans. Et comptez sur nous pour que tout ce qui est enregistré, tout ce qui est codé à notre niveau, au niveau du ministère de l'Intérieur, puisse l'être dès que la restauration de l'État sera effective. Les populations de Goma, les populations du Nord Kivu, la partie occupée du Sud Kivu, peuvent être rassurées par les propos du ministre de la Communication immédiat porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, les Congolais qui sont sous occupation ont besoin de se déplacer. Ils peuvent venir à Kinshasa, ils peuvent venir ailleurs, ils peuvent aller ailleurs. Mais le mouvement de population est quasi difficile. Comment le gouvernement prend-il des dispositions pour permettre à ces populations de se mouvoir? Venir à Kinshasa est un casse-tête, quitter... Non, écoutez, d'abord, le casse-tête, c'est justement la conséquence de cette occupation barbare rwandaise. C'est pour ça qu'il faut qu'elle s'arrête très vite. Parce qu'ils ont instauré un régime de ce que nous, on appelle gouvernance par crime. Tous les jours, nous comptons des crimes, de tout type. On assassine des jeunes artistes, des motards, pour du pipeau, et quotidiennement, il y a des actes de ce type qui sont posés. Et donc, il est évident que pour nous, il faut très vite arrêter cela. C'est ici les lieux pour nous, et nous ne les dirons jamais assez, de saluer les courages de nos populations qui sont sur place. Parce que les occupants pensent même qu'ils peuvent, eux, commencer à poser des actes, disant qu'il faut acheter un tenant-lieu pour se déplacer. Non, ils ne sont pas en droit. Pas du tout. Et aujourd'hui, les compatriotes qui sont dans ces parties du pays, qui veulent venir à Kinshasa, s'ils n'ont pas de documents, ils peuvent se déplacer dans les pays voisins, ils peuvent se diriger à nos ambassades, obtenir le sauf-conduit et venir à Kinshasa. Parce que nous, la décision a été notifiée aux compagnies aériennes qu'il est hors des questions d'accorder crédit à un quelconque document vendu par ces occupants. Et nos populations doivent les savoir que vous ne pouvez pas acheter des documents qui sont vendus par ceux qui pillent et qui veulent même piller ce qui était hier un acquis pour le parent, à savoir la gratuité. Ceci est illustratif de leur volonté délibérée, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent être là que de manière momentanée, leur volonté délibérée de s'enrichir au détriment du peuple. Parce que vous évoquez la question, comment le gouvernement garde-t-il le lien avec les élèves sur place dans l'organisation des épreuves nationales? Écoutez, les épreuves nationales, qu'on ne vous trompe pas, elles sont organisées, la rentrée scolaire, et au niveau du ministère de l'enseignement primaire, toutes les dispositions sont prises pour que les enfants qui sont dans ces territoires ne puissent pas en souffrir. Savez-vous qu'aux dernières épreuves d'examen d'État, les parents ont été exemptés des frais? Parce qu'on l'a fait pour soulager. Nous savons ce que cela peut représenter dans un contexte d'occupation pour le parent, ce que peut représenter l'approche du gouvernement en termes de soulagement. Et n'oubliez pas que les enseignants sont payés par nous. On n'a jamais coupé ce que nous devons à nos populations, parce qu'ils sont en train de travailler, de jouer leur rôle patriotique. Même si on dit que c'est le gouvernement de Kinshasa qui asphyxie la population de Goma. Les banques sont fermées. Ceux qui asphyxient la population de Goma, ce sont ceux qui les tuent. Ce sont ceux qui les empêchent de se mouvoir librement. Ce sont ceux qui les empêchent de... C'est eux qui asphyxient. Je vous donne un exemple. Ne nous trompons pas. C'est notoirement connu partout
que le M23, AFC, ses leaders, sont des sanctionnés du gouvernement américain. Lorsque vous êtes sanctionné par le gouvernement américain, vous n'êtes pas en droit d'utiliser les dollars. Quelle est la banque aujourd'hui en RDC de manière générale? Aucune banque ne peut donner en cash plus de 10 000 dollars. C'est une illustration pour savoir que lorsque le gouvernement américain prend des mesures, si vous ne vous pliez pas, il y a des sanctions qui arrivent, notamment en ce qui concerne l'utilisation de leur monnaie qui est le dollar. Dites-moi, comment une banque peut fonctionner dans un contexte où il n'y a pas de sécurité? Parce que c'est quoi le principe même basique d'une banque? C'est de conserver en toute sécurité l'épargne de ses clients. Alors, on est dans un contexte où on a essayé de braquer la banque centrale de la RDC, la succursale de la banque centrale à Goma, vous avez vu des images. On est dans un contexte d'empressement où on pille. C'est-à-dire qu'on prend des véhicules à Goma, on les envoie à Gisenyi, on occupe illicitement des maisons des notabilités. Donc, il n'y a qu'une volonté de détruire. Dites-moi, quelle est la banque qui peut prospérer dans un tel contexte? Alors, ici, je rappelle encore une nouvelle fois que ceux qui asphyxient Goma, ce sont ceux qui sont arrivés avec les Rwandais, avec leurs armes. Nous, pour ce qui nous concerne, on a trouvé des mécanismes, notamment au niveau du ministère des Finances et de la fonction publique, pour continuer d'assurer la paye des enseignants. Et donc aujourd'hui, les banques, je terminerai par là au sujet des banques, ne vous trompez pas, les banques font des mouvements. Parfois, pour s'approvisionner, les banques louent des avions. Alors, l'aéroport de Goma, il est fermé. Alors, comment ils vont faire des mouvements d'approvisionnement? S'ils vont faire des mouvements de liquidité, qui va oser les faire dans une ville où vous ne savez pas à quel coin on peut vous prendre et vous piquer le magot, entre guillemets, s'il faut utiliser cette expression? C'est pour vous dire que nous pensons que la voie la plus rapide pour apporter la solution à nos populations, c'est la voie dans laquelle nous sommes engagés avec le président de la République. Le jour où la paix sera restaurée, nous allons nous assurer que tous les services, en commençant par les banques, puissent l'être aussi. Le président de la République, justement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la jeunesse de la République démocratique du Congo, mais il a fait un message spécifique aux populations, aux jeunes de Goma, de Bukavu, de partout où les forces négatives du M23 ont la main mise sur l'administration. Suivez. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous.
Monsieur le ministre, le président dit que dès que la guerre sera terminée, il y a un programme d'urgence qui va être mis en place, école, hôpital et tout ce qui va avec. Est-ce que vous y travaillez, le gouvernement y travaille ou c'est tout simplement un fait d'annonce? Mais attention, bien sûr que nous y travaillons. Je vous ai dit tout à l'heure que nous consacrons tous les vendredis des longues minutes à écouter le ministre de l'Intérieur de la Défense sur ce qui se passe là-bas. Nous avons déjà un plan qui pourra être appliqué dès que la sécurité sera restaurée. Et le message du président de la République, bien au-delà de cela, est un message de soutien pour dire que vous n'êtes pas seul et que le sacrifice qui est consenti aujourd'hui n'est pas un sacrifice vain. Qu'on ne vous trompe pas, cher Edith Chala, lorsque nous nous disons souvent que cette guerre n'est pas la guerre qui est faite au président Tshisekedi, c'est simplement parce que ça fait 30 ans que nous payons les prix. Et il faut bien que ça s'arrête un jour. Le président de la République, lorsqu'il arrive en 2019, il montre sa volonté d'avancer vers la paix, non pas parce qu'il était naïf, ou non pas parce qu'il n'avait pas lu l'histoire sur les agissements du Rwanda, principalement, mais parce qu'il a pensé, comme un grand leader, qu'on devait arriver à transcender ce qu'on a eu par le passé comme situation. Mais lorsque, épris de paix, il contribue, y compris à réconcilier Kagame et Museveni en août 2019, mais lorsque, malgré tout ça, on veut vous imposer la guerre, parce que je dois rappeler ici que c'est le Rwanda qui nous agresse. On n'a jamais, nous, attaqué les territoires rwandais d'aucune manière. Et là, on s'est mis dans une posture où nous devons tous défendre notre patrie avec le président de la République en tête. Et je dois vous dire que même s'il y a des Congolais qui sont complices de l'ennemi, mais je dois vous dire comment le gouvernement apprécie le niveau de mobilisation de Congolais, d'où qu'ils soient, pour que nous tous, on s'élève comme un seul homme, pour que les Rwandais sortent de notre territoire et pour que la paix puisse être rapidement recouvrée. Donc c'est cette mobilisation que vous apercevez qui vous convainc que le dialogue n'a aucun sens. Parce que vous parlez de la volonté d'être derrière le président de la République, ou la détermination d'être derrière le président de la République pour vaincre cette agression, et vous pensez en même temps qu'il n'est pas judicieux d'organiser un dialogue entre Congolais. Personne n'a jamais dit qu'il ne devrait pas organiser un dialogue. Mais bien avant que je n'arrive au dialogue, cher Edith Chala, dites-moi, s'il existe un seul Congolais qui est vraiment Congolais dans l'âme, qui peut accepter ou tolérer la présence de troupes rwandaises sur notre sol. Moi, je veux bien qu'on nous fasse de remarques. Je veux bien qu'on nous critique. Nous sommes d'ailleurs dans un pays où la démocratie se vit véritablement. Dites-moi, quel est le Congolais qui peut se réjouir de cet État? Un Congolais normalement constitué. Mais il y a quand même des bémols. Il y a ceux qui trouvent des bémols. Non, ça veut dire que ceux qui trouvent des bémols sont des traîtres. Et c'est sans appel. Parce que ce n'est pas une question de Tshisekedi. N'oubliez pas que cette guerre, c'est une guerre récurrente. Depuis les génocides rwandais, c'est les Congos qui payent le prix. Je voudrais vous épargner des chapitres AFDEL, RCD, CNDP, M23-1, M23-2, et toutes les formes tentaculaires que le Rwanda prend ou donne à ses brigades avancées en RDC. Mais quel est le Congolais qui peut accepter qu'un seul centimètre des territoires soit occupé, indépendamment de celui qui est au pouvoir? Parce que le président Tshisekedi et nous passerons. Nous avons hérité de cette guerre et nous voulons la finir. Parce que je vous parlais en début de cette émission des enfants de ceux avec qui je travaille qui sont nés à Goma. Leurs enfants ne doivent pas connaître ce que leurs parents ont connu. Il faut que l'histoire soit dite différemment. Dites-moi, Edith Chala. Parce que j'entends beaucoup. J'entends. Et le président de la République, qui est ouvert au dialogue, l'a dit. On ne fera pas de dialogue avec ceux qui sont complices de ceux qui nous agressent, avec ceux qui ne sont pas en mesure de nommer les mâles. En d'autres termes, on va la faire facilement. Il y a un adage qui dit il faut les linges sales se lavent en famille. Mais pour laver ces linges sales, quand on se met là, on les met d'abord avant de les envoyer dans la lessiveuse. C'est quoi le linge sale ici? Cher Edith Chala,
la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire. Parce qu'il y a un pays étranger qui a décidé d'attaquer la RDC. Et parce qu'il y a toujours des traîtres, malheureusement, ils ont trouvé des traîtres pour essayer de donner une dimension congolaise à une agression qui est rwandaise. Et nous l'avons suffisamment démontré que c'est totalement faux. C'est le Rwanda qui commande, c'est le Rwanda qui fournit, c'est le Rwanda à travers son armée qui fait la guerre avec des supplétifs qui n'en constituent qu'une brigade. Alors, lorsque vous êtes épris de paix, parce qu'on va dialoguer pour la paix, alors mettons-nous d'accord sur les diagnostics. Si vous n'êtes pas d'accord sur les diagnostics, de quoi on va discuter? Parce que ça apparaît comme né sur le visage. Première chose. Deuxième chose, j'entends dire qu'il y a une crise de légitimité. Nous avons eu des élections. Ici où nous sommes, le président de la République est venu, comme tous les autres candidats, présenter son plan dans les débats qui a été organisé. Nous sommes allés aux élections en 2023. Le président de la République a été plébiscité avec plus de 70%. Ceux qui n'ont pas participé aux élections parce qu'ils en ont fait le choix ne doivent pas aujourd'hui se déguiser et venir derrière ceux qui nous agressent sans... D'ailleurs, ils cachent mal leur complicité parce que si vous n'êtes pas en mesure de dire d'où vient le mal, vous qui prétendez sauver le Congo, entre guillemets, comment pensez-vous que vous pouvez atteindre cet objectif? Il semble que cette question de sauvons la République démocratique du Congo vous ronge. Elle ne nous ronge nullement. Je le disais il y a quelques jours encore, ceux qui sont derrière cette initiative n'ont aucune crédibilité pour prétendre porter ces combats. Il faut se souvenir du passé récent. Moi qui vous parle, j'étais du G13. À l'époque, quand nous nous lévions pour qu'on ait un processus électoral plus serein, qui s'était opposé? Ceux qui prétendent de sauver le Congo aujourd'hui, en commençant par les présidents honoraires, il a 18 ans. 18 ans aurait été suffisant pour celui qui, en plus, vient de l'armée, pour régler les problèmes ici. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle des difficultés que nous connaissons au niveau de l'armée, etc., mais est-ce que c'est des difficultés qui commencent avec le président Tshisekedi? Mais même alors, notre armée, nos militaires, devaient être particulièrement encouragés parce que le Rwanda n'a jamais autant perdu des hommes. Pour faire l'opération à Goma, c'est le tiers de l'armée rwandaise qui a été mobilisé. Si nos militaires, si notre armée n'était pas aussi relevée, vous pensez que la guerre ne se limiterait que là où elle est aujourd'hui, avec les intentions connues? Alors nous-mêmes, quand on se regarde, disons-nous les choses franchement, c'est le président Tshisekedi qui obtient, décembre 2022, la levée des embargos. On n'était même pas autorisé comme pays à acheter des armes. C'est le président Tshisekedi, je vous parle comme parlementaire, on parle du débat sur la loi sur la programmation militaire depuis 2012. C'est 10 ans après, en 2022, avec le président Tshisekedi. On n'a jamais autant investi dans l'armée que sous les présidents Tshisekedi. Les différents chefs d'état-major, ceux qui ont dirigé l'armée et la police, quand le président Tshisekedi est arrivé, étaient nommés par son prédécesseur. La plupart, même celui qui est venu après. D'où venait-il? Le président Tshisekedi n'a pas créé d'armée à lui. Il a hérité et il améliore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au regard du niveau d'engagement, notamment de moyens qui ont été mis, il y a un besoin de faire la lumière lorsque certains de ces officiers n'ont pas été en mesure de faire le travail qui est attendu d'eux. Et j'entends des gens crier, ici, on fait la chasse entre guillemets aux swahiliphones. Alors, sans oublier de dire que ceux qui sont assassinés tous les jours à Goma, que ceux qui sont massacrés à Rutshuru, et tous ces mondes-là, ce n'est pas des swahiliphones, entre guillemets, s'il faut suivre ces débats des bas étages utilisés par les autres. Alors, aujourd'hui, cher Eddy, il faut qu'on soit sérieux par rapport à notre propre histoire, par rapport à notre présent, et par rapport à notre devenir. Si vous avez vu des réactions hostiles vis-à-vis des prêtres catholiques et protestants après les passages à Goma, ce n'était pas le chef, notre chef à nous. C'est parce que les Congolais étaient choqués
de voir que ceux qui ont les sangs dans la main ont pensé pouvoir passer par un lavage en recevant les prêtres. Et donc aujourd'hui, pour les dialogues, le président de la République a reçu les prêtres. Heureusement qu'ils ont fait preuve de transcendance et de hauteur. Ils ont discuté avec les autres confessions qui avaient la même idée. Ils ont préparé une feuille de route en termes de séquençage. Non, mais on accuse le président de la République, en tout cas votre camp, de phagocyter les idées des autres pour organiser un dialogue taillé sur mesure. Non, attention, phagocyter l'idée de qui? Parce que lorsque le président lui-même, le 22 février 2025, lorsqu'il réunit sa majorité, il dit « Je lance, ma main est lancée, ma main est ouverte à ceux qui veulent contribuer pour le retour de la paix. » Dans la foulée, on a vu l'honorable Muzito, on a vu l'honorable Fayulu. De quoi on veut nous parler? L'idée d'organiser un dialogue ou un processus pour le retour de la paix n'est pas une exclusivité. Il y en a eu plusieurs. Et les présidents de la République, n'oubliez pas, il est garant du bon fonctionnement des institutions. L'arbitre, article 69, c'est un rôle qu'aucune structure ne peut lui dénier. Il apprécie, évidemment, les catholiques, les protestants avaient une initiative. Il dit, OK, venez. Il les a reçus en leur demande en début et il les a reçus à la fin. Autant il a reçu les autres, autant il les a mis ensemble avec son cabinet pour produire cette feuille de route. Et lui, les moments venus, dans les séquençages que je vous ai indiqués, pourra donner des orientations. Mais déjà, ceux qui ne seront pas en mesure de dénoncer l'agresseur ne seront pas les bienvenus. C'est de l'auto-exclusion. Ce sera par là que nous allons terminer cette émission qui a eu le privilège de recevoir le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Mais parce que nous terminons, Excellence, Monsieur le Ministre, un mot pour Kivu na Biso. Écoutez, d'abord, je pense que c'est une émission que tous les Congolais doivent dorénavant suivre. Parce que c'est une émission qui nous permet de suivre jour après jour, au cas par cas, tous les incidents, toutes les souffrances, tous les crimes que font endurer les occupants à nos agresseurs. Vous savez que si, sur le front médiatique, on a fait beaucoup de progrès, et aujourd'hui, on a rendu les taiseux particulièrement bavards, mais pas seulement bavards, mais aussi insultants, c'est parce que nous avons détricoté systématiquement tous les mensonges, tous les prétextes et tous les faux alibis étalés matin, midi, soir. Parce que nous avons démontré que nous connaissons les Congos, nous connaissons nos valeurs, notamment lorsqu'on nous parle de discours de haine, nous connaissons tout ça. Donc, il est important que chaque Congolais, partout où il se trouve, de ne pas regarder cette guerre sous le prisme de ceux qui sont aux responsabilités. Nous ne sommes que passagers. Cette guerre dure 30 ans. Cette guerre aliène nos efforts, parce que les efforts que nous faisons particulièrement pour l'armée auraient pu servir à accroître la production, à améliorer la desserte en eau, en électricité. Ça veut dire que si aujourd'hui nous tous nous mobilisons, nous y mettons fin, on pourra mieux régler certains problèmes. Parce que d'Inch'Allah, ce n'est peut-être pas le cadre qu'il faut, mais malgré la guerre, nous avons continué la gratuité, mais malgré la guerre, nous avons tenu et nous continuons à tenir tous nos engagements sociaux. Il n'y a pas meilleure preuve de patriotisme que celle-là. Alors, j'ai entendu certains compatriotes se dire qu'il faut à tout prix dialoguer. Si on ne dialogue pas, la guerre ne va pas se terminer. J'ai entendu certains, dans leur discours, sembler même soutenir l'idée de la continuité de la guerre, parce que farouchement opposé au président Tshisekedi. Si vous pensez comme ça, vous n'êtes pas différent du traître. Le regard qu'il faut avoir sur cette guerre, c'est les regards que vous devez avoir pour regarder ces populations-là qu'on a vues tout à l'heure. C'est les regards qu'il faut avoir. Il ne faut pas le regarder sous les prismes de ceux qui sont là. En tout cas, nous, autour du président,
L'engagement que nous avons pris avec la Première ministre, c'est de l'accompagner dans sa stratégie pour que plus jamais un seul Congolais, après lui, ne vienne encore traiter cette question de la guerre avec le Rwanda. Le chapitre de cette guerre doit se clôturer maintenant. Et ce n'est qu'avec un engagement fort du président de la République, ce n'est qu'en dénonçant la traîtrise répétée de certains Congolais qu'on arrivera à avoir le ferment patriotique qu'il faut pour affronter ces défis, le surmonter et laisser le pays prendre son envol et l'envol de toute l'Afrique en même temps. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la disponibilité. Soyez toujours disponible. Je vous en prie, merci. Merci, chers téléspectateurs, pour la confiance à la télévision nationale et les temps que vous nous avez consacrés. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.